Imaginez un monde où les grands conflits, c'est fini. C'est la promesse complètement folle de 1990, juste à la sortie de la guerre froide. On a vraiment cru que l'histoire s'arrêtait, qu'un nouvel ordre mondial, pacifique, allait naître. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ensemble, on va voir comment ce beau rêve s'est fracassé contre une réalité, disons, beaucoup plus chaotique. L'ambiance de l'époque, elle est parfaitement résumée par cette phrase de l'intellectuel Francis Fukuyama. La fin de l'histoire. Carrément. L'idée, c'était simple, la démocratie libérale a gagné, le grand match idéologique est terminé. On s'attendait donc à un avenir fait de paix, de coopération. C'était un optimisme presque, oui, enivrant. Mais est-ce que l'histoire a vraiment dit son dernier mot? Est-ce qu'elle a accepté comme ça de s'arrêter sur commande? C'est la question qui va nous guider. Et je vous préviens, la réponse est loin, très loin d'être simple. Allez, voilà notre programme. On commence par ce fameux rêve de la fin de l'histoire. Ensuite, on va se prendre le réveil brutal en pleine face. On verra comment le monde a littéralement éclaté, comment on a essayé de gérer ce chaos, avant de se poser la question qui fâche, est-ce que coopérer aujourd'hui, c'est devenu mission impossible? C'est parti. Premier acte, l'illusion de la paix américaine. Au tout début des années 90, il y a un vrai sentiment de vertige. L'URSS vient de s'effondrer et le monde n'a plus l'air d'avoir qu'un seul shérif en ville, les États-Unis. Et franchement, à ce moment-là, il y avait de quoi y croire. Fini le face-à-face Est-Ouest, les États-Unis sont la seule hyperpuissance et sur le terrain, ça marche. On a la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, les poignées de main historiques des accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens, une immense coalition internationale qui libère le Koweït en un temps record, même l'ONU qui était bloquée depuis des décennies semble enfin pouvoir fonctionner. Bref, tout paraît possible. Et puis, le réveil. Un réveil d'une brutalité inouïe. Parce que l'histoire, eh bien, elle avait d'autres plans. Et ce réveil, il a lieu en plein cœur de l'Europe. La Yougoslavie explose dans un retour fracassant du nationalisme. Le siège de Sarajevo va durer presque 4 ans. C'est plus long que le siège de Stalingrad, pour vous donner une idée. Et puis, il y a l'horreur absolue, Srebrenica. Plus de 8000 hommes et garçons musulmans exécutés par les forces serbes de Bosnie, sous les yeux impuissants des casques bleus de l'ONU. La paix finira par être imposée, mais la cicatrice, elle, ne se refermera jamais. Et avec cette guerre, un mot terrible qu'on croyait banni refait surface en Europe, la purification ethnique. Ce n'est pas juste un concept, c'est une réalité de viol de masse utilisée comme arme de guerre, d'exécution, de camps de concentration, des choses qu'on pensait ne plus jamais revoir sur notre continent. Au même moment, un autre drame se joue, l'année 1994. La durée, 100 jours. Le bilan, au moins 800 000 morts. C'est le génocide des Tutsis au Rwanda, une extermination planifiée, aussi rapide que la Shoah, mais réalisée en grande partie à la machette. Des voisins qui tuent leurs voisins. Le monde a regardé, le monde savait, et le monde n'a quasiment rien fait. C'est l'un des échecs les plus honteux de toute la communauté internationale. Et enfin, le troisième choc. Celui qui a fait basculer le monde entier, le 11 septembre 2001. L'hyperpuissance américaine, qu'on pensait littéralement intouchable, est frappée en plein cœur. C'est la fin brutale d'une époque. Et le début d'une nouvelle, celle de la guerre contre le terrorisme. Donc, on voit bien qu'on est entré dans un monde complètement éclaté, avec des règles du jeu et notamment des règles du conflit qui ont totalement changé. Le visage de la guerre n'est plus le même. On est passé de la guerre dite symétrique, une armée contre une autre armée sur un champ de bataille clair, à la guerre asymétrique. Une superpuissance militaire se retrouve à combattre des groupes comme Al-Qaïda ou Daesh, qui n'ont pas de territoire fixe, qui se cachent au milieu des populations et qui font des civils leur cible principale. Comment on gagne une guerre quand l'ennemi est à la fois partout et nulle part? C'est le casse-tête qui explique pourquoi les armées occidentales se sont enlisées en Afghanistan et en Irak. Et pendant ce temps-là, l'échiquier mondial se reconfigure complètement. La Russie, qui avait été humiliée dans les années 90, revient en force. Et surtout, de nouvelles puissances émergent. On les appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Avec la Chine en tête de file et sa croissance économique spectaculaire, ce groupe pèse pour quasiment la moitié de la population mondiale. C'est officiel, le monde n'est plus unipolaire. Et ça nous amène à un concept historique super intéressant, le piège de Thucydide. L'idée, qui vient de l'Antiquité grecque, c'est que quand une puissance montante, comme la Chine aujourd'hui, menace de dépasser la puissance dominante, les États-Unis, eh bien la guerre devient presque inévitable. C'est la grande tension qui structure une bonne partie des relations internationales actuelles. Bon, face à tout ce bazar, comment on fait pour gérer la situation? C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. On essaye tant bien que mal de mettre un peu d'ordre dans ce chaos.
Alors attention, quand on dit gouvernance mondiale, ça ne veut pas dire gouvernement mondial. L'idée, ce n'est pas du tout de créer un super État qui dirigerait la planète. Non, c'est plutôt un processus, une méthode. On essaye de trouver des règles communes pour gérer des problèmes que de toute façon aucun pays ne peut résoudre tout seul. Le climat, les pandémies, la finance mondiale. Et qui sont les joueurs dans cette partie? C'est là que ça se complique. Bien sûr, il y a les États, il y a les grandes organisations comme l'ONU. Mais aujourd'hui, il y a aussi les ONG, comme Médecins sans frontières, les scientifiques, comme ceux du GIEC, et même les entreprises multinationales, qui sont parfois plus riches et plus puissantes que certains pays. Le défi du siècle, c'est de faire travailler tout ce monde ensemble. Du coup, cette fameuse coopération, est-ce que c'est une mission impossible? On va voir que c'est très, très compliqué. Les grands défis mondiaux se heurtent presque toujours aux intérêts très personnels de chaque nation. Le climat, c'est l'exemple parfait. On arrive à signer de grands accords, comme le protocole de Kyoto ou l'accord de Paris. C'est super sur le papier. Mais dans la réalité, les plus gros pollueurs hésitent, ou se retirent carrément des accords, et il n'y a aucune vraie sanction pour ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Moralité, quand l'intérêt de la planète entre en conflit avec l'intérêt national, c'est souvent le national qui gagne. Et ce schéma, il se répète malheureusement partout. La pandémie de Covid, qualifiée d'échec de la coopération internationale par le chef de l'ONU lui-même. La justice pour les crimes de guerre, on a créé une cour pénale internationale, mais les 3 plus grandes puissances, les US, la Chine, la Russie, refusent de la reconnaître. La crise des réfugiés, on laisse des agences de l'ONU se débrouiller avec des budgets ridicules. À chaque fois, c'est la même histoire. L'urgence est mondiale, mais la réponse, elle, reste désespérément nationale. Voilà, on a fait le tour. De l'utopie de 1990 au monde complètement fracturé d'aujourd'hui. Alors la question finale, la seule qui compte vraiment, c'est celle-ci. Après plus de 30 ans de désordre, est-ce qu'on peut espérer trouver un nouvel équilibre ou est-ce que l'histoire est juste condamnée à se répéter sans fin? La question reste ouverte.